Une troisième cité-État a été créée officiellement en 1982. Cette cité-État est appelée District of Columbia et est située sur une parcelle de terre d'environ 16 km² dans le centre de Washington. Le district de Columbia a son propre drapeau et a sa propre constitution. Même si elles sont géographiquement séparées, les cités-États comme celle de Londres, du Vatican et District of Columbia sont un seul empire imbriqué appelé l'Empire de la Ville. Le drapeau du District of Columbia a 3 étoiles rouges, un pour chaque ville de l'Empire de la Ville. Cet empire entrepreneurial des 3 cités-États contrôle le monde, économiquement à travers la City de Londres, militairement à travers le District of Columbia et spirituellement à travers le Vatican. La constitution du DC opère sous une loi tyrannique romaine connue sous le nom de Lex Fori, qui ne ressemble en rien à la constitution des États-Unis. Lorsque le Congrès a passé l'acte de 1871, il a créé un gouvernement séparé pour le District of Columbia. Cet acte de trahison permettait au DC d'opérer en tant qu'entreprise en dehors de la Constitution des États-Unis et en dehors des meilleurs intérêts des citoyens américains. Une sérieuse étude des traités et des chartes signés entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique expose une vérité choquante. Les États-Unis ont toujours été et sont toujours une colonie de la couronne britannique. Le roi Jacques Ier fut célèbre non seulement pour avoir changé la Bible vers sa version personnelle, mais aussi pour avoir signé la première charte de Virginie en 1606. Cette charte garantissait aux ancêtres britanniques une autorisation pour s'installer et coloniser l'Amérique. Cette charte garantissait également que les futurs rois et reines d'Angleterre auraient une autorité souveraine sur tous les citoyens et sur toutes les terres colonisées d'Amérique, terres volées aux Indiens. Lorsque l'Amérique a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, le traité de 1783 fut signé. Ce traité identifiait spécifiquement le roi d'Angleterre comme le prince des États-Unis et est en contradiction avec la croyance que l'Amérique a gagné la guerre d'indépendance. Même si le roi George III d'Angleterre a laissé tomber la plupart de ses revendications sur ses colonies américaines, il a maintenu son droit de percevoir des revenus pour son projet d'entreprise de colonisation de l'Amérique. Si l'Amérique avait vraiment gagné la guerre d'indépendance, elle n'aurait jamais accepté de payer des dommages et réparations au roi d'Angleterre. Lorsque le Congrès a passé le 13e amendement de la Constitution, le président des États-Unis devenait le subalterne du roi d'Angleterre. Le 13e amendement est appelé « titre de noblesse » et interdit les présidents des États-Unis et leurs officiels d'utiliser les titres royaux tels que roi ou prince ou baron. Pour une raison inconnue, le 13e amendement ratifié en 1810 n'apparaît plus sur les documents courants de la Constitution. La guerre sanglante d'indépendance contre les Britanniques a ruiné l'Amérique et a changé les citoyens en esclaves sous dette permanente envers le roi. Durant la guerre de 1812, les Britanniques ont mis le feu et brûlé de fond en comble la Maison-Blanche et tous les bâtiments du gouvernement américain. Ils ont aussi détruit les archives des ratifications de la Constitution des États-Unis. Un siècle plus tard, le Congrès américain corrompu a commis le plus grand vol de l'histoire du monde. Ils ont passé le Paul Walberg Federal Act en 1913 en confiant les réserves d'or et d'argent américains, ainsi que le contrôle total de l'économie américaine aux banquiers malhonnêtes, les Rothschild. La plupart des Américains pensent encore toujours que la réserve fédérale est le gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Le Fed est possédé de façon privée par un système bancaire, dont la classe majoritaire sont les Rothschild, Walberg, Conan Loeb, J.P. Morgan, Rockefeller, Israel Sif et Lehman Brothers. Ce cartel bancaire privé est la Fed. Il n'est jamais interrogé et ne paye jamais d'impôts. Ils impriment et dessinent l'argent américain qui représente des symboles d'une pyramide égyptienne, un œil maçonnique et les mots « Nous avons confiance en Dieu ». Ils collectent aussi l'argent des contribuables à travers l'IRS, puis ils le prêtent de retour avec des intérêts afin de financer les routes, les ponts et autres travaux publics. Les présidents américains sont recrutés et financés par ces groupes de pouvoir particuliers, comme par exemple George W. Bush ou John Forbes Kerry,
dont les initiales sont JFK, c'est un membre de l'université de Yale et sa fraternité Skull and Bones. La première partie du nom de John Kerry informe sur son origine depuis le capitaine Robert Bennett Forbes, qui était un trafiquant de drogue dans le réseau d'opium entre les Rothschild et la Chine dans les années 1800. La plupart des citoyens américains croient que les États-Unis sont un pays et que le président est le plus puissant homme sur Terre. Les États-Unis ne sont pas un pays, c'est une entreprise et le président est le président de cette entreprise que sont les États-Unis. Lui et ses officiels élus travaillent pour l'entreprise, pas pour le peuple américain. Puisque les États-Unis sont une entreprise, qui possède cette entreprise des États-Unis? Comme le Canada et l'Australie, dont les leaders sont les premiers ministres de la reine et dont les terres sont les terres de la couronne, les États-Unis sont juste une colonie de la couronne. Les colonies de la couronne sont contrôlées par l'empire des 3 cités-États. Au centre de chaque cité-État, il y a une tour, un monument de forme phallique appelé obélisque, qui pointe vers le ciel. Dans la cité-État de DC, l'obélisque connu sous le nom de Washington Monument est dédié au franc-maçon George Washington, mais aussi à la Grande Loge de francs-maçons de DC. Et maintenant, on va parler du dossier. On vous a parlé un peu partout sur les réseaux que la Constitution de 1776 avait été supplantée par celle de 1871, sauf que celle de 1871 n'était pas une constitution. Ce n'était qu'un acte décrété et non pas voté constitutionnellement. Je vous ai mis ici, et je vous mettrai en lien, États-Unis, déclaration d'indépendance, déclaration unanime des 13 États unis réunis en congrès le 4 juillet 1776. Ça, c'est la déclaration d'indépendance et donc la base de la Constitution des États-Unis qui est dans ce document. C'est qu'une partie, hein, évidemment. C'est cette Constitution qui a fait des États-Unis une république des États-Unis. Ok. Ensuite, alors j'ai pas pour habitude d'aller sur des blogs, mais c'est compliqué de trouver la Constitution proprement dite, donc j'ai dû me servir de blog, mais c'est tout à fait la réelle Constitution, hein, ne vous inquiétez pas. Je continue. La loi de 1871, donc qui vient supplanter celle-ci, ok, de 1776. En 1871, les États-Unis sont devenus une société, donc une corporation. Il y a 2 constitutions, une qui repose sur l'autre. Depuis une loi de 1871 qui a établi le district de Columbia, donc Washington District de Columbia, nous vivons sous les United States Corporation, les États-Unis entreprises, ok, qui appartient à certains banquiers internationaux et l'aristocratie d'Europe et de Grande-Bretagne. Les États-Unis, United States Corporation, n'appartient pas aux Américains. Et vous allez comprendre encore plus clairement les choses. En 1871, le Congrès a changé le nom de la Constitution originale en changeant un mot. Et c'était très important, comme vous le lirez. Certaines personnes ne comprennent pas qu'une différence entre un mot ou 2 mots dans tout document légal fait la différence essentielle, mais le Congrès le savait et le sait. En 1871, le 21 février, le Congrès adopte une loi visant à fournir un gouvernement au district de Columbia, également connu sous le nom de la loi 1871. En l'absence d'autorité constitutionnelle pour le faire, donc elle est inconstitutionnelle, le Congrès crée une forme de gouvernement distincte pour le district de Columbia, une passerelle de terrain de 10 000 mètres carrés, ouais, je crois que c'est ça, ou 10 000 arts, voire acte de 41e congrès, voilà, blablabla. La loi adoptée lorsque le pays a été affaibli et épuisé financièrement à la suite d'une guerre civile était une décision stratégique d'intérêt étranger
banquiers internationaux, et vous allez retrouver les Rothschild, qui avaient l'intention de prendre la mainmise sur les coffres et l'argent de l'Amérique. Le Congrès a conclu un accord avec les banquiers internationaux, en particulier les Rothschild de Londres, pour contracter une dette envers le dit banquier. Donc, la Banque de Londres, la City de Londres, qui est un pays dans le pays, hein, vous le savez, je vous ai déjà expliqué, on a le Vatican en Italie qui est un pays dans le pays, on a la City de Londres qui est un pays dans le pays, et vous allez comprendre que ce n'est pas les seuls. C'est assez impressionnant, vous allez voir, c'est vraiment, écoutez bien. La Constitution des États-Unis d'Amérique et la Constitution des États-Unis d'Amérique incorporée, il y a deux différences. Les États-Unis d'Amérique sont les États-Unis d'Amérique, il y a 50 États, et les États-Unis d'Amérique Incorporation, c'est l'entreprise, elle a un numéro de siret, tout comme la France, hein, d'ailleurs, tout comme tous les ministères ont un numéro de siret, ce sont des entreprises. Ils fonctionnent dans une capacité économique et a été utilisé pour tromper le peuple en lui faisant croire qu'il gouverne la République, et ce n'est pas le cas. La capitalisation n'est pas anodine quand on se réfère aux documents juridiques. Cette modification apparemment mineure a eu un impact majeur sur chaque génération suivante d'Amérique. Ok ? Avant, vous aviez la Constitution des États-Unis d'Amérique et vous avez maintenant les États-Unis d'Amérique Corporation. C'est là la grande différence. Ce que le Congrès a fait en adoptant la loi 1971 a été de créer un document entièrement nouveau, une constitution pour gouverner pour le gouvernement du district de Columbia, uniquement. Il profite uniquement à la Société des États-Unis d'Amérique et non pas à la République, et fonctionne entièrement en dehors de la constitution d'origine organique, donc la 1776. Il fonctionne en parallèle en réalité. Et celle de 1871 a pris le dessus parce que l'État profond a fait qu'il prenne le dessus. C'est une question financière. Au lieu d'avoir des droits absolus et inaliénables garantis par la Constitution organique donc de 1776, nous, le peuple, avons maintenant des droits ou des privilèges relatifs. Un exemple est le droit de voyager du souverain, qui a maintenant été transformé en vertu de la politique du gouvernement d'entreprise en un privilège exigeant que le citoyen soit titulaire d'un permis, donc un passeport. Donc en adoptant la loi de 1871, le Congrès a commis le trésor contre le peuple qui était souverain en vertu des subventions du décret de la déclaration d'indépendance de la Constitution. Tout ça pour vous dire quoi? Trump avait été élu pour la Constitution originelle et donc défendre la Constitution originelle et par la Constitution de 1871. Sauf que ce n'est pas une Constitution 1871, c'était un décret, un acte non constitutionnel. Et comme je vous l'ai dit hier, il semblerait, je n'ai pas trouvé la preuve, mais en tout cas beaucoup commencent à en parler de plus en plus, que cette loi de 1871 qui étouffait la Constitution originale ait été abrogée le 4 juillet 2020. Ce qui réfère, donc qui annule tout ce qui a été fait depuis. Ok ? Quand on regarde, l'intention de tout cela était de donner que le district actuel de Columbia ait été créé en 1790 et entièrement affrété en 1801. Le but de la loi de 1871 est, semble-t-il, simplement de créer une entreprise des États-Unis. Que toute cette partie du territoire des États-Unis, on parle de Washington, D.C., comprise dans les limites du district de Columbia, et qu'elle soit par la présente créée en un gouvernement du nom de District of Columbia, sous lequel il est désigné par les présentes
constituer une personne morale aux fins municipales. On ne parle plus de république. Et exerce tout le pouvoir d'une corporation municipale. La loi de 1971 devait donc créer une société privée appartenant au gouvernement actuel du district de Columbia, le célèbre district de Columbia Corporation. De plus, le seul gouvernement créé dans cette loi était la même forme de gouvernement privé que n'importe quelle société privée dans le cadre de l'exploitation de sa propre structure d'entreprise. Ça veut dire qu'on a créé un pseudo-gouvernement dans Columbia qui dirige une entreprise et non pas une république, qui est censée être les États-Unis. C'est assez dingue. Il s'agit donc plutôt d'une société privée, donc District of Columbia, qui a été légalement créée par notre gouvernement d'origine. Analyse du droit des équipes. Et on a Washington DC. Regardez Washington DC, c'est assez intéressant de regarder cette carte. Je vais vous lire, ça c'est Wikipédia mes amis, hein, vous ne pouvez pas me dire non, non, non. Regardez les frontières de Washington DC qui n'appartient pas aux États-Unis. Ça n'appartient pas à la République des États-Unis. Je vous lis. Washington, officiellement le district de Columbia, souvent appelé Washington DC, The District, ou simplement DC, est une ville indépendante des États-Unis, dont elle est la capitale. Donc comment peut-elle être la capitale en étant indépendante des États-Unis? Cela étant, on continue. Selon les dernières estimations, elle compte 750 000 habitants intramuros, sur une superficie de 177 km². Son aire urbain en compte 6,2 millions, ce qui en fait le 6e État des États-Unis. Donc Washington ici est le 51e État des États-Unis. Ok, vous avez compris. Mais il n'appartient pas aux États-Unis. C'est assez compliqué. En tant que capitale fédérale, elle ne fait pas partie des 50 États de l'Union et dépend directement du Congrès. C'est bizarre ça. Donc elle ne dépend pas du président. Bon, cela étant. Son statut spécial vaut à ses habitants de ne pas disposer de députés ni de sénateurs. La ville est le siège de nombreuses institutions américaines et internationales telles que la Maison-Blanche, le Capitole, le siège du Congrès ainsi que le siège de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Cette ville, donc, appartient pas aux États-Unis. Elle appartient pas aux Américains. Elle appartient aux banques et donc aux Rothschild et à l'Angleterre et au Vatican. Ces trois entités sont propriétaires de Washington DC.